Bonjour, bonjour. Hello Amel. Mmh mh. Bonjour. Tuc, tuc, tuc. Du coup, je vous propose, parce que pour l'instant on n'est pas beaucoup, donc j'attends encore, 1 minute. Si, alors 2 options qui se profilent. Si on voit qu'il y a pas suffisamment de participants qui se connectent, je proposerais de soit reprogrammer ou, on peut quand même, échanger ensemble. Moi ça enfin dans tous les cas, c'est enregistré, donc je rediffuserai, la séquence. C'est dommage parce que ça fait moins d'interaction, en direct. Donc c'est comme vous voulez, Camille, on se connaît pas. Je connais Alexandre, dans la salle, mais du coup, voilà, on sera soit un petit comité. Moi, ça me dérange pas, dans tous les cas, c'est enregistré et enfin voilà, je déroule, comme vous voulez. Peu importe, aussi? Non, bah, après, en vrai, on pourrait, enfin
En vrai, moi, je vais le maintenir parce que, pour moi, c'est important que je fasse la séquence, là, aujourd'hui et dans tous les cas, je le rediffuserai, hein. Ça va faire un peu monologue, mais surtout si on n'est pas beaucoup, enfin, hésitez pas si à un moment vous voulez me poser des questions, enfin, Camille, Alexandre, je te connais super bien, donc je sais que, voilà, même si tu veux pas rester connecté, Alexandre, il y a aucun problème, non plus. Et mais du coup, voilà, j'attends encore, enfin, bon, j'attends encore. Je vais dérouler et voilà, on verra si ça amène des gens et puis, c'est tout. Parce qu'en plus, c'était une thématique qui me tenait à cœur, donc autour de sécuriser l'usage de l'IA avec son DSI et RSSI. Enfin, c'est quelque chose que j'ai eu à faire dans, mon expérience passée, que je fais encore un peu, aujourd'hui. Donc on est enregistré, hésitez pas à m'interpeller, poser des questions. Là, si on est en tout petit comité, enfin, c'est bon. Et du coup, juste pour me présenter, donc moi, c'est Amel, je suis juriste de formation, j'ai été aussi responsable juridique et LegalOps. Je suis la cofondatrice de Your Legal Angel. Donc, Your Legal Angel, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui anime une communauté de juristes innovants autour de leur transformation et on intervient sur, tous les sujets qui peuvent impacter les fonctions juridiques, dans leur quotidien. L'idée, c'est de se dire, comment je peux trouver le bon outil, le bon consultant, la bonne formation pour mieux faire mon travail de juriste et fluidifier. Et donc, on s'anime tous ensemble. J'ai travaillé dans différents secteurs d'activité. Donc, j'ai été juriste dans le secteur de l'IT, la supply chain, et le gros de mon parcours, c'est dans le retail où j'ai été juriste chez Leroy Merlin pendant plus de 8 ans. Et j'ai eu la chance d'intervenir sur des plans de conformité et donc aujourd'hui, c'était l'occasion un peu de partager, mon retour d'expérience, enfin de juriste, mais aussi, de ce que je vois aujourd'hui, sur le marché autour de la conformité IA. Je suis ambassadrice, IA auprès de la DGE, hein, donc je suis relais IA pour, voilà, diffuser les enjeux de l'IA, auprès des professionnels du droit et j'interviens dans le programme France Legal Tech, qui est un programme, pour, du coup, venir, faire la promotion des acteurs de la French Tech, hein, parce qu'on a de très beaux éditeurs, au niveau de la French Tech et l'idée, c'est de les aider à se développer, sur le marché français. Mais voilà, donc là, c'est pour moi, côté, présentation. Hem, Si vous êtes, Camille, vous êtes en entreprise, c'est ça? Ouais. Ouais, OK, Je travaille à Berlin, mais donc trop je bien. dirige le département juridique d'une entreprise d'une cinquantaine de personnes. Mmh. Donc on est spécialisé dans le trading de commodités environnementales. C'est un peu Ah, niche, trop bien, ouais. mais et du coup aussi des PO et aussi en Mmh. plein dans le sujet de Ouais. justement, voilà, rédiger une charte IA, essayer d'avoir un Mmh. truc un peu conforme et voilà. Ah très bien. Du coup, en fait, l'idée, c'est va être, hyper concret, aujourd'hui. Je vois qu'il y a aussi, quelqu'un qui nous a rejoint, bonjour Anaïs. On n'est pas beaucoup, hein, donc du coup, hésitez pas, on va être en petit comité, donc on peut faire un petit tour de table. Bonjour. Heu, Excusez-moi, j'avais une réunion, juste avant Non, non, qui il y s'est a un pas de problème. éternisée. Donc Anaïs, je travaille, pour la société Palais d'été. Ah, Voilà, très je bien, suis responsable juridique de Palais d'été, voilà. très, très Et bien. nous aussi, on est en plein dans, rédiger notre charte IA, Mmh. heu voilà et donc c'est intéressant et aussi faire des liens avec les DSI, c'est parfois on parle pas le même langage, donc je trouve que c'est bien Oui. aussi. Je vois des acquiescements, donc du coup, voilà, je trouve que c'est bien aussi de savoir comment, bah, prendre les sujets. Ouais, parfait. Parfait, parfait et du coup, Alexandre, tu veux te représenter, toi, de ton côté? C'est Non, mais toi, je pense que tu me connais quand même suffisamment. Ouais. Alexandre Varien, directeur juridique en transition et en management de transition actuellement. Voilà, et je mène différentes missions de conseil, Mmh. très probablement en reprise de poste très d'ici peu en fixe. Voilà. Ouais, c'est ça. Et Mm. donc du coup, vu qu'on est en petit comité, moi je trouvais que ça c'est bête de, décaler,
l'échange, de toute manière, c'est enregistré, donc s'il y a des personnes qui, à un moment, voudront voir ou que ça doit être transféré à d'autres personnes, donc hésitez pas à m'interpeller. Moi, l'idée, c'est de vous repartager un peu, ma vision des choses autour de la conformité, autour de l'IA et de surtout mettre l'accent sur le niveau de collaboration avec la DSI et la RSSI, hein, parce que je trouve que ça a tellement plus de puissance quand on travaille en symbiose avec ces équipes-là dans un plan de conformité et j'ai vu les impacts que ça a pu, amener aussi positivement dans l'organisation et toute la facilitation qu'on apporte, derrière auprès des opérationnels et aussi la crédibilité pour nos dirigeants et actionnaires qui se disent: «Bon, ben, en fait, c'est bon, les équipes, elles travaillent ensemble et elles travaillent bien ensemble et elles apportent un discours qui est clair pour, tout le monde». Et donc c'est vrai que, je pense le pire cauchemar qu'on puisse avoir quand on travaille sur les sujets d'IA, c'était de se dire, ben, comment, on gère le shadow IA, ce qu'on appelait, enfin et ce qu'on appelle encore le shadow IT. C'est juste que maintenant on met le terme shadow IA. C'est de se dire, ben, en fait, tout le monde aujourd'hui va utiliser de l'IA dans sa pratique, dans l'organisation de l'entreprise et on ne sait pas, du coup, quel cadre lui donner, de comment on amène aussi, quelque chose. Hop, bonjour Lila. Et du coup, comment on lui amène, enfin, un process et un discours, qui est clair. Et l'idée, c'est aussi de se dire que tout ne repose pas sur l'épaule d'une fonction. Ça repose pas que sur l'épaule d'un juriste, d'un DPO, d'un RSSI ou d'un DSI et que quand on travaille un plan de conformité IA, en fait, c'est l'affaire de tous et après d'une équipe cœur qui va apporter un cadre et une gouvernance qui a du sens, par rapport à tout le monde. Donc du coup, j'ai structuré vraiment en 3 grandes parties, les éléments que je voulais aborder. Il y a une première partie où je voulais refaire un peu, un peu la base de dire d'abord, il y a un enjeu à clarifier le cadre stratégique et éthique de l'entreprise parce que ça va un peu dessiner un peu toutes les actions qu'on va mener, en interne après avec l'équipe RSI, DSI, DPO, et les parties prenantes qui pourraient intervenir en plus, dans le plan de conformité. Après, aller un peu plus dans le triptyque et le rôle et le niveau de collaboration entre le DSI, RSSI, DPO, juriste et après, réfléchir le parcours un peu, sans couture idéal quand on doit travailler, le plan de conformité et de se dire: «Ben, voilà, quels sont un peu les tips pratiques qu'on pourrait mettre en œuvre pour se dire que les gens se sentent impliqués et engagés aussi dans la conformité de manière générale?» Parce que, pareil, on mène des plans de conformité. Comment on s'assure après que les collaborateurs et les salariés dans l'entreprise ont bien compris les enjeux et respectent aussi le cadre, qu'on s'est donné? Si ça vous va du coup et à un moment donné, s'il y a d'autres questions qui se posent, ben, on se les pose et enfin, hésitez pas à interagir et à lever la main, dans la salle et à prendre le micro. Donc du coup, bon, la conformité, enfin, comme vous le savez, c'est pas un sujet qui est nouveau en tant que tel. On l'a vu avec le RGPD, en 2017-2018. Ça nous avait déjà mis un peu dans un cadre de fonctionnement, dans la manière de voir la conformité. On l'a vu aussi avec la loi Sympa 2, sur les enjeux, éthiques. Mais ce qu'on retrouve aujourd'hui avec l'IA, c'est qu'il y a quand même un enjeu avec la, vitesse technologique des solutions. Ça bouge tellement vite que quand on doit mettre en conformité des éléments et quand on nous donne un cadre réglementaire en face, il y a des choses qui se répondent pas encore totalement et la réglementation peut être un peu en retard par rapport à la vitesse des technologies qui arrivent sur le marché. Et donc, avant même de se dire: «Bon, bah, OK, qu'est-ce qu'on met en place concrètement pour, se mettre en conformité?» Moi, dans la phase 1 que enfin, je mets en avant, souvent et je trouve que ça a tellement plus de différence dans les plans de conformité, d'entreprise, auxquels je l'ai pu observer. C'était de poser le cadre stratégique, de comprendre que l'IA, c'est pas juste un projet informatique, mais c'est vraiment un projet d'entreprise. Donc du coup, tout le monde va changer sa manière, de raisonner, de communiquer, d'apprendre, de travailler de manière générale et ça va toucher tout le monde à tous les niveaux dans l'entreprise. Qu'on soit, agent de maîtrise, cadre, dirigeant, on est tous amenés à changer autour de ça et du coup, c'est vraiment les dirigeants, les actionnaires de l'entreprise déjà qui vont donner un peu une, une cible, une ambition, stratégique autour de l'IA et tant qu'on n'a pas cette ambition stratégique de qu'est-ce qu'on veut faire avec de l'IA? Est-ce qu'on veut être
très disruptif et être très tourné autour de l'innovation? Est-ce qu'on veut juste travailler des sujets autour de l'amélioration de la productivité? Peut-être c'est un mélange de plein de choses de ces 2 éléments-là, aussi. Et donc l'idée, c'est de se dire: on va, voilà, déjà être au clair sur la vision des dirigeants. Quand on est, à la DSI, au niveau de la cybersécurité ou au niveau de la direction juridique, à quel moment on a aussi les échos de nos dirigeants sur comment ils voient l'IA? Est-ce qu'eux-mêmes sont au clair sur leur vision, IA? En ce moment, il y a beaucoup d'entreprises qui se font accompagner sur, la partie stratégique autour de l'IA, sur qu'est-ce qu'on a envie de donner comme orientation IA pour l'entreprise. Bah, c'est déjà, la première étape. Si on ne l'a pas fait, en fait, on part dans tous les sens. Chacun va utiliser de l'IA et on ne sait pas vraiment pourquoi. Donc l'idée, c'est d'être au clair. À titre d'exemple, en ce moment, j'ai un client qui travaille à un projet d'IA, assez ambitieux et et j'avais rencontré le président du groupe pour lui présenter un peu la synthèse du diagnostic et qu'est-ce qu'on allait amener avec, l'IA. Et je trouve que c'est très parlant, l'écho d'un président d'un groupe, dans une entreprise, de dire lui, quelle vision il va apporter sur le projet et de se dire: «On est vraiment véritablement sur un projet de transformation versus on vient juste améliorer quelques cas d'usage, dans mon quotidien, de juriste ou d'opérationnel». Et donc, à partir du moment où on arrive à percevoir ça, à le mesurer vraiment et à sentir un peu de comment le dirigeant, ambitionne, les sujets IA, ça va nous donner à peu près tout le cadre de gouvernance, derrière. Et donc, quand je vois qu'un dirigeant d'entreprise, il souhaite être pionnier en termes d'innovation autour de l'IA, stratégiquement, même les choix d'outils vont être différents et la manière aussi d'encadrer les risques, ils vont être aussi peut-être, un peu différents. Et donc, voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne va et si on a une approche plus prudente, si les dirigeants d'une entreprise ont une approche plus prudente autour de l'IA, ils veulent pas forcément tout investir, sur, je sais pas, X solutions, peu importe que ça soit les IA généralistes ou spécialisées. Il n'empêche pas qu'ils vont quand même faire des choses et tout le monde fait des choses autour de l'IA et et même si on regarde, déjà la plupart des solutions digitales embarquent de l'IA, donc on est tous, confrontés à ça dans notre quotidien. Mais voilà, je voulais juste déjà reposer un peu ça en introduction, c'est important parce que, moi j'en tiens un compte aussi quand je regarde, les projets IA dans les entreprises et quand on doit mettre en conformité, de savoir quelle est la vision, du groupe, c'est important et aussi quelles vont être les lignes rouges qu'on va se fixer. Deuxième partie prenante que j'aime bien aussi mentionner dans le cadre stratégique, c'est le volet plus, éthique, et RH aussi parce qu'on est quand même sur des sujets qui impactent, nous en tant que personnes et donc comprendre quelle va être un peu la vision RH associée autour de la conformité, de l'IA. C'est important parce que les RH vont aussi avoir un regard sur: «OK, quel cadre de fonctionnement je vais donner aux collaborateurs sur, leurs compétences?» Et donc nous, en tant qu'équipe, conformité, c'est-à-dire, RSI, juriste, DPO, RSSI et cetera, on va aussi tenir compte de quels vont être les plans de sensibilisation, quel va être aussi le design organisationnel de demain et comment il est en train de se projeter à 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et souvent, c'est un peu ce qui peut manquer. Des fois, on se dit: «On va commencer à projeter des plans de sensibilisation». Projeter l'organisation de demain, c'est très difficile parce que c'est se dire, est-ce qu'on va être plutôt sur des rationalisations d'effectifs? Est-ce que non, on va plutôt revoir un peu la manière d'organiser les choses? Et donc ça aussi, comprendre, ce volet éthique, c'est essentiel, surtout que les chartes IA, telles qu'on nous le demande dans la réglementation, elles intègrent aussi un peu le volet éthique de limiter les biais, de s'assurer que, les salariés, gardent la maîtrise aussi de ce qu'ils font, dans le contrôle et donc ça aussi, les RH et les équipes éthiques peuvent aussi venir nourrir, la réflexion. Et donc à un moment, ils seront, partie prenante dans, le projet de conformité parce qu'on va demander aussi, de collaborer avec eux, et dans les équipes RH, ça peut aussi englober les équipes de la communication, les équipes de la formation et donc on va travailler aussi tous les parcours pour les collaborateurs avec ça. Et donc que ces équipes-là soient aussi maintenues au courant à un moment donné, qu'ils aient de la visibilité et qu'ils puissent être aussi contributeurs dans le plan de conformité, c'est important de se les lister et donc quand je fais le mapping d'un sujet de conformité et quand j'avais eu à le traiter, sur le volet, données personnelles ou maintenant IA, on mappait un peu toutes les personnes clés qui seront un peu les parties prenantes et qu'on aura besoin à un moment donné dans notre plan de conformité.
Donc du coup, les enjeux, ils sont forts à ce niveau-là, mais à partir du moment où on a quand même clarifié ce volet-là, on a pu les cibler, les questionner, on est quand même, beaucoup plus au clair. Et donc du coup, si on rentre un peu plus dans le détail du triptyque, dans la manière de collaborer entre, la DSI, la RSSI, le juriste et le DPO qui a aussi un rôle, très pivot parce que, il porte les enjeux autour de la protection des données personnelles, et que, l'IA va aussi être amenée, potentiellement à utiliser des données personnelles des collaborateurs ou des clients fournisseurs. Il y a aussi un enjeu à ce qu'il soit, fortement sollicité, aussi dans le plan de conformité. Et donc du coup, ça a été la même chose avec le RGPD. Là, c'est encore, le même sujet en termes de gouvernance, dans la manière d'adresser le sujet, dans le niveau de collaboration qui est recommandé et que la réglementation nous impose. C'est de se dire: «On a un métier, on a les équipes opérationnelles, on a le business qui va, du coup, utiliser des solutions digitales, qui vont embarquer de l'IA avec des cas d'usage, dédiés». Ça peut être des cas d'usage sur, je ne sais pas si c'est sur des sujets RH, des sujets sur le commercial, sur, le juridique, parce qu'au juridique, on a aussi des cas d'usage, IA et donc on va avoir des processus internes, des processus externes. Donc ça veut dire on va interagir avec les gens avec de l'IA ou non et donc l'idée, c'est de se dire: «Moi, en tant qu'opérationnel, en tant que métier, comment je vais utiliser ces outils et quelle est la gouvernance qu'on m'a donnée? Quelle est ma checklist? Qu'est-ce que je dois avoir en tête quand, enfin voilà, je dois référencer une nouvelle solution qui porte de l'IA?» Donc ça, c'est vraiment, on a le métier et donc du coup, quand on rentre plus dans les rôles, on a la DSI qui apporte les moyens, digitaux pour, répondre à des processus métiers et améliorer les processus métiers internes et externes. La DSI, elle est là pour vraiment mapper toutes les solutions digitales qui vont exister et qui vont répondre à des besoins métiers. J'aime beaucoup cette partie-là et c'est pour ça que moi, je travaillais vraiment main dans la main avec la DSI. J'essayais vraiment en fait, moi, je m'appuyais beaucoup sur la DSI parce qu'ils avaient en visibilité quand même beaucoup de choses. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la DSI, c'est de plus en plus dans les organisations, dans les entreprises, un rôle qui prend beaucoup d'ampleur parce qu'en fait, les investissements dans les entreprises vont beaucoup au niveau de la DSI. Donc ça veut dire qu'ils ont, quand même la main sur des budgets très conséquents sur la digitalisation et les investissements autour de l'IA. Et donc ils vont avoir des enveloppes budgétaires et l'idée, c'est de se dire: «Bah, comment je répartis cette enveloppe budgétaire par rapport aux différents cas d'usage métiers, qui vont être positionnés et qui vont être peut-être plus ou moins prioritaires en fonction des enjeux stratégiques de l'entreprise». Et donc vous voyez la relation que je fais entre vision stratégique, roadmap stratégique de mes dirigeants et du coup le rôle de la DSI, elle va dire: «Bon OK, il y a une ambition stratégique qui a été posée, qui est claire, peut-être à 3 ans, 5 ans, 10 ans, avec des enjeux à aller chercher et donc comment les outils digitaux vont répondre à ça et comment les outils digitaux qui portent de l'IA vont répondre à ces sujets-là». Donc du coup, l'enjeu de mapping et de cartographie, il est clé sur les applications. Pareil, on avait la même chose avec, le RGPD en 2017-2018 où on se disait: «Bon, bah, quelles sont les applications digitales qui portent de la donnée personnelle?» Là, ça va être les mêmes questions sur quelles sont les applications digitales qui vont porter de l'IA et peu importe le niveau d'IA, hein, tu sais, IA, machine learning, de l'IA, agentique, de l'IA générative. L'idée, c'est de comprendre un peu les différentes solutions digitales qui portent de l'IA, à quel niveau de profondeur et pour quel type de cas d'usage, hein. Et donc, il y a un enjeu de venir un peu mapper tout ça et la DSI, c'est pour ça qu'ils ont des fonctions de responsable d'application. Ils ont ce rôle-là, de venir se dire: «OK, il y a des applications digitales qui existent, qui sont utilisées par le métier. On les a cartographiées, ils sont, monitorés». Ça va être clé parce que ça va nous servir en tant qu'équipe de conformité, transverse pour se dire: «OK, compte tenu de ce mapping-là, je vais réussir à, du coup, cartographier et prioriser mes risques. Je vais appliquer une analyse de risque sur les différentes applications métiers parce qu'ils ont des cas d'usage qui vont être considérés à risque ou non, de manière modérée ou faiblement à risque et donc ça va prioriser les actions de chacun et de se dire: «Les IA les plus à risque, ben, voilà, comment je les maîtrise, comment je les contrôle?» L'idée, c'est pas que je rentre dans la réglementation de l'IA Act, mais c'est un peu ça, en fait, quand on met un plan de conformité, c'est de faire un peu la balance entre les plus et les moins et en fonction, ben, voilà, on oriente aussi les actions prioritaires.
Donc c'est très important de comprendre ça, comment ça fonctionne, pour éviter aussi les doublons dans les cas d'usage et dans les solutions. Je sais que dans beaucoup d'entreprises, enfin, c'est un sujet, on a l'impression que c'est un sujet simple de cartographier les applications, digitales, mais la réalité, c'est que c'est pas du tout si simple que ça, surtout quand on commence à être dans des structures assez conséquentes, des organisations en groupe, tout ça, où il y a beaucoup de solutions digitales qui sont utilisées et je comprends aujourd'hui, enfin même, avant que, les, en fait, c'est pas un exercice simple et que des fois en fonction de, l'organisation hiérarchique, venir déclarer une solution digitale via un process, clair, disant: «Bah, voilà comment je diffuse le fait que j'utilise ou non une solution», ben, c'est soit pas, ça fonctionne pas tout le temps très bien et c'est lié aussi peut-être des fois par des manques de gouvernance, des manques d'organisation, et ça, il faut pouvoir enfin, les projeter et de se dire: «Bon, voilà, comment on arrive à remettre les gens progressivement dans un cadre qui est clair?» Et ça, j'y reviendrai juste après pour dire: «Bon, voilà, il y a un enjeu autour de la communication, de la diffusion des processus, internes autour de la conformité et que si ces processus internes, ils sont pas diffusés, ben, personne ne sache vraiment, qui contacter, à quel moment et de comment déclarer le fait que la personne utilise ou non une solution, digitale». Donc du coup, on a mappé, donc la DSI, elle a quand même accès à tout ça, donc elle a quand même ce rôle qui est un peu clé. Elle a quand même les cordons de la bourse, donc du coup, elle a aussi cette manière de dire oui ou non sur, des projets et donc impliquer des personnes au niveau de la DSI autour d'un plan de conformité, c'est essentiel, sans faire de la DSI, la personne qui a le rôle clé, dans cette organisation. Moi, je parle beaucoup de triptyque qui est très équilibré. C'est que chacun apporte une expertise et une compétence et donc chacun va avoir un rôle, défini. Après, on peut avoir quelqu'un qui a un rôle un peu, d'animateur transverse, un peu comme on l'a avec le DPO qui est autour des données personnelles. Mais la réalité, c'est que c'est pas simplement le DSI qui décide du plan de conformité et de la manière, d'orienter aussi les actions de conformité autour de l'IA. Donc ça, le DSI, il met en place les moyens, il a accès, enfin voilà, au budget, il a le mapping des applications et donc ça va être essentiel, qu'on travaille avec la DSI dans un plan de conformité. Si je devais partager quelques tips aussi, bon moi j'ai été juriste, IT, donc moi je travaille beaucoup avec la DSI. Pour moi, c'est essentiel d'avoir des fortes connexions avec ces équipes-là. Hem Moi, j'ai bien aimé travailler avec ces équipes. Je sais que c'est pas le cas de toutes les équipes juridiques qui travaillent avec, sa DSI. Je pense que des fois, il y a des sujets d'incompréhension dans la communication, on se comprend pas alors parce qu'on est sur des enjeux peut-être différents ou des expertises qui sont différentes et on n'arrive pas à se réaligner. Mais globalement, en fait, moi, je trouve que les équipes, DSI, ils doivent aussi apporter de la pédagogie sur la technique, comme un juriste doit apporter de la pédagogie sur le juridique et le réglementaire. Et donc ça veut dire qu'on doit trouver un peu notre, pied d'équilibre, même si l'un et l'autre doit monter en compétence, peut-être sur des sujets techniques, juridiques ou des sujets de technique, informatique sur, le fonctionnement de l'IA et ça, pareil, j'y reviendrai un peu plus tard. L'enjeu de quand en fonction de qu'on est, RSSI, juriste ou DSI, de continuer à se former pour, être en meilleure compréhension sur les cas d'usage, la manière dont fonctionne, l'IA, parce que ça va nous aider aussi dans le plan de conformité. Mais du coup, moi, je peux qu'inciter, la collaboration avec la DSI, parce qu'ils ont quand même accès à beaucoup d'informations et nous, on peut s'appuyer aussi sur eux. Ça peut être de très bons relais, pour, les enjeux de conformité. De se dire: «Bah, si on trouve un bon binôme, DSI juridique, et enfin et avec le triptyque, avec la cybersécurité», moi, je trouve que c'est surpuissant en termes, de fonctionnement parce que ça veut dire qu'on a une sorte de maillage interne qui est très varié, très transverse et qui fonctionne bien. La deuxième personne où là aussi, peut-être encore plus que, la DSI, avec laquelle je m'entends, très, très bien généralement, c'est la cybersécurité, donc le RSSI, le responsable, au niveau de la sécurité des systèmes d'information. Son rôle alors en fait, il a un rôle quand même de, maîtrise des risques, comme, va l'avoir un juriste sur les enjeux juridiques et c'est pour ça que c'est généralement, vraiment, je dirais pas notre béquille, mais vraiment notre allié sur, les enjeux de conformité. C'est les personnes qui vont quand même voir et comprendre aussi, l'impact. Donc travailler avec, une bonne équipe cybersécurité dans son organisation, bien sûr, c'est bien. C'est
Et là, on est en train moi, je parle de rôle, mais bien sûr que c'est lié aussi, aux personnes, de leur, expérience, de leur niveau d'expertise aussi sur les sujets et qu'on a des personnes qui sont plus ou moins bonnes, mais on n'est pas là pour faire du jugement de valeur sur les personnes. C'est dire c'est un rôle quand même qui est quand même très clé, sur lequel on peut vraiment concrètement sur un plan de conformité, IA, s'appuyer parce que, déjà ils vont sûrement, déjà ils ont des méthodologies, ils ont des bonnes pratiques, sur la cybersécurité qu'ils avaient déjà mis en place autour de la sécurisation des systèmes d'information de manière générale. Et là, ils sont en train de mettre en place des bonnes pratiques autour de la maîtrise des risques, autour de l'IA. Et ce qui est compliqué pour quelqu'un qui travaille à la cybersécurité en ce moment, c'est, de comprendre un peu, la partie, boîte noire, d'une IA. Parce qu'une IA, des fois, c'est fermé, c'est pas tout le temps, si ouvert que ça. C'est très compliqué des fois de comprendre, les niveaux de traçabilité qu'on peut obtenir aussi autour d'une IA et donc venir challenger ça avec le RSSI qui va soit s'outiller pour essayer de comprendre comment fonctionne l'IA ou du coup d'essayer de pousser, des obligations et des niveaux de responsabilité auprès des interlocuteurs externes, donc tous vos partenaires externes qui vont vous fournir de l'IA dans votre organisation, c'est aussi intéressant. Donc l'enjeu de RSSI, lui, c'est de limiter les risques. Aussi, il va avoir une matrice qui va venir analyser les risques autour de la cybersécurité, donc vraiment la protection pour limiter les atteintes, sur des violations de données, sur, enfin voilà, les traitements réalisés aussi sur, enfin les données, des collaborateurs en lien avec le DPO. C'est pour ça qu'aussi on a le DPO et le RSSI qui sont très fortement connectés, que quand on a des gestions de crise, on a le DPO, le RSSI, le DSI qui sont présents dans la même salle et le juriste aussi qui est en soutien sur la partie, procédure et enfin voilà, animation aussi, de la cellule de crise et donc le RSSI va avoir une matrice de risque, il va documenter toutes les bonnes pratiques et du coup, il va aussi s'appuyer sur le mapping des applications pour orienter les actions de cybersécurité. Ce qu'on constate aussi et en plus pour en avoir échangé pas mal avec, des RSSI, des gens qui ont vraiment travaillé dans cette fonction-là, il faut être réaliste que les budgets RSSI, c'est des budgets ils sont de plus en plus conséquents dans les entreprises. Donc ça, c'est très bien parce que ça veut dire que les entreprises, ont compris maintenant les enjeux et je pense que c'est lié aussi avec toutes les gestions de crise, les impacts réputationnels qu'on a eus sur des problèmes, de protection des données, sur, de violations aussi dans des systèmes d'information, de fraude, de hacking, qui font que les budgets ont quand même augmenté. C'est pas encore à la hauteur de ce qu'on peut attendre, sur le marché en termes de niveau de protection, mais on fait avec ce qu'on a et on essaye de mettre en place les bonnes pratiques et c'est ce qui est attendu de la réglementation et de l'administration. Donc ça, c'est important aussi de l'avoir en tête. L'enjeu aussi de la cybersécurité, un peu aussi de la DSI parce qu'elle a aussi cet enjeu-là comme, le juridique. Il y a des enjeux autour du shadow IA, de se dire comment on sait enfin, on maîtrise vraiment la visibilité des applications logicielles qui sont utilisées avec de l'IA et donc limiter le shadow IA, c'est un enjeu qui va être transverse, pour toutes les parties prenantes qui vont travailler la conformité. Il n'y a pas beaucoup de moyens de se dire, à part à mettre en place des process très, très rigides qui limitent, vraiment, l'usage de solutions externes, mais généralement, on a toujours quelques petites exceptions. Alors, soit on arrive à vraiment bien le limiter dans les procédures et donc ça veut dire mettre des barrières à l'entrée sur l'usage de solutions externes si c'est pas validé par X parties prenantes ou ça rentre pas dans un processus, interne. Donc ça, il faut le garder, en tête. Donc avoir ces systèmes un peu de triage. Même aussi dans les achats personnels, de se dire, ben, comment on s'assure qu'un collaborateur, ne passe pas par des achats personnels, des outils, d'IA, pour travailler sur, sur des sujets, professionnels de l'entreprise et dans ce cas-là, tout passe par de la sensibilisation. Pour moi, c'est la sensibilisation, c'est, le fait de, faire comprendre aux gens l'impact que ça va avoir dans leur quotidien pour limiter le shadow IA, comme on peut avoir le shadow légal quand on a des opérationnels qui utilisent du coup des solutions d'IA non maîtrisées enfin voilà et donc on se retrouve, voilà, dans des déviances, autour de ça. Mais du coup, le RSSI, il a quand même de l'enjeu autour, de ce sujet, parce que demain, il y a une violation, de données, il y a un impact, je sais pas, il y a une cyberattaque sur la solution qui est utilisée par un collaborateur, par une solution qui n'est pas du tout en visibilité en interne, on se fait contrôler par l'administration, bah, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'éléments de réponse pour dire: «Voilà la gouvernance qui a été mise en place, voilà comment les risques ont été, contrôlés».
Donc le RSSI, on l'a vu. Le juriste, donc je pense on est beaucoup autour de la table à être, juriste, donc je vais pas trop faire, voilà, diffuser le rôle du juriste, mais nous, on a vraiment un rôle de limitation des risques, juridiques et réglementaires. Nous, on a la connaissance de la manière dont l'administration fonctionne et aussi on a l'intention du législateur parce que nous, on a le raisonnement juridique, de notre côté. Donc on va être très, en veille, pour faire de la veille amont avant que les textes soient votés et de la veille aval. On peut avoir un rôle aussi de lobbying si on doit être en influence en fonction de la taille de notre structure et de se dire que le juriste peut avoir vraiment ce rôle clé qui est très transverse parce qu'il est à la croisée des chemins de tous les opérationnels parce qu'il est amené à travailler avec, tout le monde dans l'entreprise, comme la DSI, comme la RSSI. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce triptyque RSSI, DSI, juridique, mais aussi compliance autour de la data. C'est-à-dire, on est des rôles qui c'est des rôles qui sont rares finalement, qui peuvent avoir la visibilité complète de ce qui se passe dans une entreprise. Et donc, le fait de travailler tous ensemble dans la même direction, ça nous rend encore plus forts. Je pense que, voilà, à partir du moment où on arrive à être, assez humble dans nos approches et de se dire chacun apporte, sa pierre à l'édifice dans le plan de conformité, c'est ça qui fait aussi que le plan va bien fonctionner. Je mentionne aussi, au niveau du juriste, le rôle qu'il va avoir autour de la partie, documentation. Forcément, on va documenter, les annexes, autour de voilà, l'usage de l'IA auprès de nos prestataires externes. Mettre une charte IA aussi peut-être pour les collaborateurs si on accompagne la partie RH, ou en collaboration avec les RH et les équipes éthiques. On va avoir aussi un enjeu autour de la formation et de la pédagogie parce que du coup, généralement, le jury, c'est quand même très bon pour, former, les personnes et parce qu'il va apporter un regard pédagogique peut-être supplémentaire sur, les risques, sur, les enjeux réglementaires et donc, être au cœur, en tout cas, du projet autour de la formation, de la pédagogie des collaborateurs, c'est un peu clé et moi je pousse beaucoup sur le développement des compétences des juristes autour de ça. On a beaucoup parlé sur les dernières années de legal design, apporter des contenus utiles pour, les opérationnels. Je pense que quand on est dans un projet de conformité et généralement les équipes conformité, ont été des équipes qui ont été assez pionnières sur le fait de communiquer dans un langage clair les enjeux, de risque de conformité et les enjeux aussi de quels vont être le cadre de gouvernance qui va s'imposer, à tous. Donc apporter ce niveau de pédagogie, c'est essentiel. Sur les chartes, pas les chartes, les annexes de protection des usages, de l'IA, dans la manière d'utiliser l'IA ou en externe ou les obligations qu'on va demander à nos prestataires, il y a beaucoup de choses qui ont été faites au niveau, de la FJE, parce que je pense beaucoup, il y avait eu plein de contenus utiles qui avaient été posés sur, la création de chartes IA, la checklist aussi, autour, de l'IA. Hésitez pas à vous appuyer sur ce type de contenu qui est essentiel. Il y a même maintenant des prestataires où ça devient un peu leur métier de travailler, les chartes IA, les annexes IA, comme ça a été le cas, en 2017-2018, avec, le RGPD. Donc surtout, voilà, hésitez pas à vous appuyer sur, ces contenus-là qui sont utiles. En fait, dans la communauté ON, on a quand même cette chance d'être entre pairs et de pouvoir échanger aussi sur, des choses qui existent et donc de s'envoyer aussi, il y avait ça qui avait été fait par telle association, très utile ça. Voilà, appuyez-vous sur des matrices, je veux dire si on peut gagner du temps, là c'est ma casquette de LegalOps qui parle, de dire appuyez-vous sur, ce qui se fait bien pour après itérer dessus. Je pense qu'on a aussi un enjeu et c'est beaucoup demandé de plus en plus par les dirigeants d'entreprise de dire ils veulent des comparatifs, des benchmarks et donc avoir cette chance d'être dans une communauté qui est riche en fonction de nos secteurs d'activité ou des fédérations professionnelles dans lesquelles on intervient, de se dire partageons aussi un cadre basique et après à partir de là, vous allez mettre votre touche d'entreprise avec les valeurs que vous portez dans votre entreprise et dans votre organisation. Et donc quand on est juriste, voilà, appuyez-vous, aussi sur, ces contenus-là et bien sûr que c'est pas vous qui rédigez tout seul, vous êtes un peu le chef d'orchestre. Vous appuyez aussi beaucoup sur,
la DSI, la RSSI, des parties prenantes, les RH, l'éthique, des opérationnels aussi qui vont être en relecture pour, s'assurer, de la compréhension et aussi des parties prenantes externes. N'oublions pas non plus les parties prenantes externes parce que quand on a des fournisseurs, des éditeurs, de logiciels, de pouvoir aussi, challenger avec eux. Peut-être eux-mêmes ont travaillé des choses de leur côté. C'est très bien documenté et donc, enfin voilà, ça peut être très utile. Le rôle maintenant si je termine aussi sur, les différents rôles, je pense aussi au rôle pivot, du DPO, donc Data Protection Officer qui a pour rôle de du coup, ça aussi ce rôle transverse autour de la protection des données personnelles. Lui, il va vraiment apporter son regard de, privacy by design, de se dire: «Bon, est-ce que du coup, le cas d'usage IA, il a été vraiment designé pour, sécuriser et protéger les données personnelles, que ça soit des salariés, des clients, des fournisseurs, bref, peu importe les données personnelles dont on discute et donc c'est important aussi de se travailler main dans la main et généralement, quand on met en place le comité de conformité autour de l'IA, le DPO a, toute sa place, du coup dans le groupe et fait partie prenante aussi, enfin voilà, quand on doit venir analyser les nouveaux cas d'usage IA qui vont être, souscrits dans l'entreprise. Donc voilà, là je vous ai remappé un peu les différents rôles de quel est le rôle de chacun, donc quel va être un peu les inputs que la personne va pouvoir, donner aussi dans le plan de conformité. Pareil, je pense que je ne réinvente pas la roue dans ce que je raconte. Je pense que c'est des choses quand même que vous avez dû observer dans, les plans de conformité, autour, du RGPD à l'époque ou de Sapin 2 au niveau de l'éthique. Même si c'est RGPD qui est, je pense, en miroir vraiment de ce qui, se fait maintenant autour de l'IA et de la réglementation IA. Donc du coup, maintenant on a ce triptyque, slash quatuor parce qu'on va intégrer aussi, le DPO. Peut-être, il y a des enjeux, comme je vous le disais, à intégrer aussi peut-être par pointillé ou peut-être de manière constante parce que ça a du sens, la partie RH, même si la partie RH, elle va plus intervenir vraiment sur, charte collaborateur, donc les règles auprès des collaborateurs à pousser, la partie aussi autour des plans de sensibilisation, de communication, parce qu'on peut travailler aussi avec la communication interne, externe aussi sur les enjeux de conformité, parce que si on a envie de communiquer à l'externe, on a des grands groupes du CAC 40 qui communiquent en externe, les chartes IA qui ont été mises en place auprès de leurs, salariés et aussi auprès de leurs partenaires. Bah, voilà, c'est intéressant aussi de les intégrer aussi dans le plan. Pareil, là, je pense qu'on arrive, là, on va avoir des premiers textes, là, qui commencent vraiment à rentrer en vigueur, vraiment concrètement. On n'est pas forcément encore tout de suite avec, de l'administration qui va être derrière nous, mais on va avoir les textes qui rentrent. Je pense que c'est des choses que vous avez commencé à réfléchir et que vous commencez à mettre en place, dans votre organisation. Mais voilà, au moins ça reclarifie aussi dans, les bonnes pratiques et dans, le process. Et maintenant, en fait, je voulais un peu, terminer, la séquence pour parler vraiment de la partie process et de se dire, à partir du moment où on est, cette équipe, cet organe interne de conformité, transverse, il y a un enjeu du coup à parler d'une même voix auprès des opérationnels du métier qui va devoir après travailler, avec vous et venir déclarer soit des nouveaux cas d'usage, venir référencer aussi des nouvelles, solutions avec, de l'IA et de se dire: «Bah, voilà, comment je communique tout ça? Comment je mets en visibilité?» Et alors moi j'ai structuré la chose pour me dire: «Bon, on a l'ambition stratégique des dirigeants». Généralement, les dirigeants communiquent aussi, sur, la vision qu'ils ont autour de l'IA ou peut-être pas, mais en tout cas, on a quand même une note, on a quand même quelque chose qui existe autour de quel est un peu le plan, strat, autour de ça. Les dirigeants vont attendre des KPI, des audits, enfin, comment on monitore le risque parce que là, c'est plutôt l'impact réputationnel qui va intéresser et de la protection des assets de l'entreprise. Donc documenter aussi cette partie-là et réfléchir quelles vont être un peu les données clés qu'on va mettre en visibilité, quels sont enfin voilà, les indicateurs, qui vont venir contrôler la maîtrise des risques. Ça se passe aussi par des comités d'audit. Je pense qu'on a des organisations aussi, là, autour de cette salle virtuelle qui, ont du coup des organes d'audit externe ou de contrôle interne qui, du coup, vont venir un peu cocher les cases, mais venir s'assurer que, l'organisation mise en place, la gouvernance mise en place respecte, du coup, le cadre qu'on s'est fixé et permet de maîtriser nos risques et notamment risques réputationnels ou risques financiers. Donc du coup, si, je reprends le process, on a le process autour de l'information,
la communication, la formation, des collaborateurs, heu, voilà, en interne. Ça, je pense que c'est un peu, très central parce que ça va être un peu, votre base interne d'information, de dire quels vont être tous les contenus que je vais diffuser et les contenus que vous allez diffuser, que ça soit de la formation, de la communication, ça va prendre plein de formats différents parce que, du coup, vous allez devoir mettre en conformité, toute une organisation et donc vous appuyez sur plein de relais, en interne et donc ça peut prendre plein de formes différentes. Moi, je pense qu'autour des plans de conformité, bien sûr, on va avoir les plans de formation, de sensibilisation des collaborateurs autour de la conformité. Ça va prendre aussi, l'aspect de cas pratiques pour faire des mises en situation auprès des collaborateurs, via des petits déj, des after work, des déjeuners, le midi pour dire comment je communique auprès de mes salariés pour qu'ils soient à l'aise aussi avec les notions de conformité et surtout les process qu'ils vont devoir respecter demain parce que c'est des nouvelles règles de gestion ou comment on intègre du coup ce process dans quelque chose d'existant, dans un parcours existant et souvent, les sujets IA, s'intègrent dans les parcours, existants. En fait, on ne récrée pas un tout nouveau process. On a le process, de, vérification de la solution, digitale. C'est juste qu'à un moment donné, on a une étape sur la vérification de la conformité autour de l'IA, compte tenu de la réglementation en vigueur. Et donc dans ce cadre-là, on a ce parcours, mais on s'assure que du coup, cette nouvelle étape dans le parcours, dans le process interne, elle est bien visible, elle est claire. Peut-être que le collaborateur, côté business, qui va devoir adresser ce sujet-là, en fait, lui, il va juste se laisser porter. Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus, se dire que, le business va devenir des ultra spécialistes. Il faut aller vraiment, au cœur, de leurs actions du quotidien, de qu'est-ce qui va les intéresser concrètement et donc ça, c'est vraiment des sujets qu'on pose aussi quand on pose des stratégies de formation et de communication. Dire: «Qu'est-ce que va attendre mon métier à la fin?» Est-ce qu'on va attendre de lui qu'il devienne un super, enfin voilà, une super personne qui maîtrise toute la conformité? Bien sûr que non, c'est pas son rôle. Son rôle, c'est de s'assurer qu'il aille voir les bonnes personnes au bon moment, qu'il aille voir son relais, digital, juridique et que ça soit bien intégré dans un process. Il y a les bons outils aussi de conformité, et ça, c'est aussi la deuxième partie de dire, bah, quand on arrive sur la partie un peu triage, de dire, bah, toutes les demandes entrantes qui arrivent, ça suppose pour l'équipe de conformité de venir un peu s'outiller autour de ça parce que vu que toutes les solutions digitales demain intègrent de l'IA, il y a quand même un enjeu de se dire: «Comment, j'administre toutes les demandes entrantes et comment je les fais passer dans, des rituels qui ont du sens?» Bien sûr qu'il y a des rituels, de comitologie, donc il y a un enjeu de mettre en place des comités, de validation, des cas d'usage. Ça se passe beaucoup au démarrage aussi des plans de conformité. Après, c'est moins récurrent quand on commence à bien rentrer, dans les enjeux de conformité. Je vois, par exemple, sur les sujets autour des données personnelles, on a de moins en moins de comités qui prenaient beaucoup de temps, au démarrage parce que c'était nouveau et on avait besoin d'avoir ces rituels très réguliers. Mais là, on est dans ce cas-là. En ce moment, on a beaucoup d'organisations. Ils ont créé des comités transverses où ils viennent, enfin, du coup, recevoir les représentants métiers et sur le digital qui va porter la solution digitale pour dire: «Explique-moi, du coup, ton cas d'usage. En quoi la solution que tu me proposes, elle est suffisamment sécurisée?» et je viens, avec mon regard de juriste de RSSI et de DSI, te donner aussi mon avis sur la chose parce que je maîtrise aussi le sujet. Et donc du coup, vu que je parle de maîtrise du sujet, c'est important aussi de tenir compte pour soi-même, quand on est en équipe de conformité, transverse, de continuer à se former notamment aux enjeux parce qu'on a l'impression de maîtriser le sujet, on va dire plus ou moins, mais je discutais de ce sujet-là avec une juriste dans le digital, donc une juriste qui est quand même, qui a l'habitude de travailler les sujets autour de l'IT, tout ça. Elle a connu le RGPD, elle sait qu'est-ce que c'est, mais elle m'expliquait elle est partie prenante du coup d'un comité, transverse autour de la conformité IA, mais que concrètement, quand il y a une personne qui vient présenter un cas d'usage IA et notamment la technique autour de ça, elle dit: «Il y a quand même des choses, j'arrive pas à comprendre». Alors qu'avant, quand même sur les solutions digitales, on comprenait plus ou moins comment fonctionnait une solution qui est sur le cloud, hébergée en externe, tout ça. Là, on est quand même sur un niveau de technique qui est quand même un peu plus poussé. Franchement, moi, quand on a commencé à m'expliquer comment fonctionne, l'IA générative avec les approches vectorielles, mathématiques, OK, je peux comprendre le concept, mais un peu plus concrètement de comment ça fonctionne pour moi anticiper,
du coup, l'analyse de risque et notamment l'analyse de risque juridique, je vais être un peu limitée. Donc du coup, je peux que conseiller de continuer à se former. Là, la juriste, auquel je faisais référence, elle m'expliquait que du coup, là, elle va reprendre de la formation, notamment pour comprendre un peu plus peut-être des techniques de coding, en IA. Mais vraiment vraiment de se dire: «J'ai quand même un vernis complémentaire parce que je vais peut-être développer du vocabulaire, un peu plus, technique autour de l'IA et les différents niveaux, d'IA», même si, en fait, elle avait quand même reçu un niveau de sensibilisation autour de l'IA, de comment fonctionnait l'IA. Elle disait: «Ben, moi, ça me permettra d'être plus à l'aise aussi dans la compréhension de ce qu'on me présente» et de se dire: «Bon, bah, voilà, continuez à vous former». Je pense à des organismes type, Le Wagon, tout ça, qui vont faire des formations un peu plus techniques. L'idée, c'est pas que vous deveniez, développeur et inversement, quelqu'un de la DSI, de la RSSI qui se reforme sur peut-être des sujets réglementaires, bah, ça peut être aussi bien pour cette personne. Ça a été un peu le cas aussi avec le DPO qui avait en fait, en fonction des organisations, le DPO pouvait, être un ancien juriste, un ancien RSSI, quelqu'un de la DSI aussi. Donc apporter aussi une couche supplémentaire de formation pour ces équipes-là, qui est équipe cœur, c'est bien et donc c'est important aussi de penser à nous en tant qu'équipe, de conformité. Donc important aussi de continuer à se former. Sur les outils aussi, je voulais, pour les outils autour de la conformité, pareil parce que, ben, moi c'est aussi mon lot quotidien de référencer des éditeurs, de la legal tech, de la regtech, choses comme ça. Il y a un vrai sujet, dire à s'outiller comme on avait les outils du DPO qui sont arrivés sur le marché. Pareil, il y en a, pour, tout le monde, pour tout type d'organisation, qu'on soit une petite structure, une moyenne structure, très grande structure. Je pense que s'il fallait que j'en retienne quand même, 2-3 en termes de quel type d'outils seront intéressants, moi je pense qu'il y a quand même un outil autour, du mapping et de l'analyse de risque. Maintenant on commence à avoir ce type d'outils au niveau du marché, vraiment qui vont, analyse mais vraiment mapper au niveau des IA. Là, je dis, très concrètement, ils vont mettre les applications qui sont cartographiées dans l'entreprise, dans le système d'information et ils vont apporter une relecture d'analyse de risque. Je pense à des solutions, type, Mankind, donc eux, ils font partie, de la Legal Tech, française. Ils sont à Station F en ce moment. Ils développent ce type de solution. Moi, je trouve que c'est intéressant en termes d'approche de regarder, de se dire: «OK, on va apporter des solutions logicielles qui vont me mapper les IA dans les applications et du coup venir analyser techniquement si l'IA est conforme ou non par rapport à une grille de lecture réglementaire et les différents niveaux de réglementation et aussi peut-être, les éléments autour, des certifications ISO 27001, ISO et cetera et cetera. Donc avoir ce type de solution, c'est toujours utile, moi je trouve. Mais il faut se faire aider parce qu'on va avoir tellement d'applications qui portent de l'IA une pré-analyse par des solutions, c'est intéressant. Donc côté, pour les avoir, testées, je trouve que c'est intéressant. Deuxième type de solution que j'aime bien et là aussi moi je prends plutôt ma casquette de partenaire, France Legal Tech, des solutions type d'Astra. Pareil, il y en a d'autres, sur le marché, mais qui viennent apporter un regard autour de l'organisation de la conformité, donc des logiciels autour de la conformité. Il y a des Américains aussi type Navex qui font aussi de la conformité et donc forcément ils intègrent maintenant des modules autour de la conformité IA. Je trouve que là aussi, c'est un peu la boîte à outils de l'équipe conformité, IA. Donc pouvoir s'outiller autour de ça, c'est important. Je pense aussi quand on est en équipe conformité, pareil, moi je suis pas là pour, dire, comment les gens mettent les budgets sur les sujets, mais généralement la conformité, elle arrive quand même à avoir un peu de budget et donc avoir un peu de budget pour s'outiller en tant qu'équipe conformité, c'est important. Donc voilà, ça c'était ce que je voulais, vous dire sur ça et après aussi dans le process, donc j'ai trié mes questions, j'arrive à les administrer. J'ai mes rituels aussi pour ma comitologie ou mes rituels de validation pour dire oui ou non, c'est OK, c'est OK. Ça veut dire c'est bon, j'ai quand même un niveau de maîtrise de mon risque. J'ai documenté, j'ai signé mes contrats aussi avec, mes fournisseurs, donc il y a les enjeux de venir refaire re-signer, des annexes, dédiées, auprès des éditeurs de logiciels qui du coup, fournissent des solutions avec de l'IA. Donc là, il y a tout le plan de conformité qui se déroule et après, imaginons on est dans un cas de maintenant on est dans un monitoring et ça aussi quand on est dans on met en place des plans de conformité, c'est comment on gère après le quotidien et donc le quotidien, c'est surtout la gestion de risque, se dire s'il y a un risque qui se produit à la fin,
quelle organisation en face. Donc forcément, il fallait que je termine aussi, en parlant, de la partie, gestion de crise. Et pareil, la gestion de crise, c'est pas un sujet qui est nouveau, dans les plans de conformité, mais documenter, la gestion de crise, c'est clé. D'avoir qui sont les parties prenantes clés qui doivent être, interagir en cas de gestion de crise autour de l'IA. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu un risque qui s'est produit en termes de cyberattaque qui a du coup, sur lequel on a accédé à des données confidentielles? Est-ce qu'on a accédé à des données personnelles et donc ça va avoir des impacts au niveau de l'administration parce qu'on va devoir notifier ou non, du coup, l'administration autour de ce sujet-là? Et donc avoir une orga claire sur qui doit être appelé à quel moment, dans la procédure, c'est toujours bien. Avoir sa fiche récap, sur la gestion, la gestion de crise, c'est très important. Donc documentons aussi cette partie-là. Documentons aussi la procédure. Créons aussi des chats, pour communiquer sur ça, dire qu'est-ce qui va déclencher d'ouvrir un chat dédié avec telle et telle personne qui devra administrer la gestion de risque. Bah, la gestion de crise, c'est très bien. Et donc voilà, ça, c'était important aussi de nous dire, d'avoir ce canal d'entrée et après l'administration. Mais pareil, je pense que je suis pas en train de réinventer la roue sur ça. C'est aussi des choses qui existent sur d'autres aspects quand on parle de conformité. Je sais pas trop, comment, vous commencez à mener. Peut-être vous êtes même pas encore à ce sujet-là de la gestion de risque, même si, on commence à avoir des sujets de, cyberattaque, cybersurveillance, et donc c'est important aussi, de tenir compte de ça. Et donc du coup, pour récapituler, un peu parce qu'il nous reste 5 minutes, et du coup, si vous avez des questions, hésitez pas, à me les poser, c'est toujours intéressant. Mais étape 1, on aura du coup dans le process, quand à partir en tant qu'équipe conformité, l'expression du besoin, comment on administre la demande. On a le comité de validation, on a aussi un espace pour aussi, tester, hein, donc ça, c'est important de pas limiter, l'innovation autour de ça. Et après, ben, à côté, la partie gestion de risque. J'essaierai de vous envoyer dans le forum aussi une petite, infographie qui résume un peu, les différentes étapes. Pareil, ça peut être utile plus pour visualiser et faire visualiser à d'autres personnes qui sont pas dans les enjeux de conformité, les impacts. Et puis voilà, donc j'en ai fini pour, la séance, le petit atelier. J'espère que ça vous a été utile et surtout n'hésitez pas si vous avez, 2-3 questions, enfin avec plaisir d'y répondre ou sur des retours d'expérience, pour échanger. C'était clair? Est-ce que vous avez trouvé ça clair? J'espère. Non, c'est clair? C'est clair pour tout le monde? Bon, on n'était pas beaucoup, aujourd'hui pour la séance, c'est pas grave. Dans tous les cas, c'est enregistré, donc moi, je suis contente d'avoir, pu enregistrer aussi cette séquence, ensemble. Surtout, voilà, n'hésitez pas, vous avez mon contact. Moi, je fais partie des pionniers aussi dans la communauté On. Si un jour, il y a des choses qui vous évoquent, vous voulez rééchanger par rapport à quelque chose que j'ai dit à un moment donné, hein, et que ça a popé, surtout n'hésitez pas. Nous, on anime aussi une communauté, donc je suis assez en visibilité avec mon associé Claire sur les enjeux autour, de l'IA, de la conformité, de la digitalisation. Donc si un jour vous posez des questions, ben, c'est aussi un peu notre rôle qu'on a dans cette communauté. Donc merci à tous pour avoir passé un peu, une partie, du coup, du repas, avec moi et passez une très bonne journée. Merci beaucoup. Bonne Au journée. revoir. Merci. Beaucoup, au revoir. Au revoir.